Maxime Liédot. À 8h19, mon invité politique ce matin est quelqu'un qui l'analyse, qui la scrute, qui la décortique et qui accessoirement nous la partage et nous la fait vivre depuis 11 campagnes présidentielles. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en compagnie des auditeurs de Sud Radio jusqu'à 9h. Votre livre Les Politiques, Portraits et Croquis, c'est aux éditions de l'Observatoire. Si on regarde l'actualité des derniers jours, des dernières semaines, une période politique bouleversée, bouleversante, une actualité grandissante et surprenante. Vous, une carrière admirée, un nom devenu une référence, un livre par an, minimum, des heures de lecture par jour, minimum 7 heures aussi, et une fausse retraite qu'on qualifie diplomatiquement pour votre femme, si elle nous écoute, de retraite active. En tout cas, c'est votre vie, Alain Duhamel. Est-ce que vous êtes heureux ? Heureux, personne n'est jamais complètement heureux. Et à mon âge, il y a toujours des problèmes qui existent et qu'on n'imagine pas quand on a une génération de moins. Bon, mais maintenant, est-ce que je trouve que la vie est intéressante ? Oui. La vie est intéressante avec, notamment, si on regarde l'actualité politique, des choses surprenantes. C'était hier une déclaration de candidature. Jérôme Guedj, donc cadre du Parti Socialiste, qui s'est dit intéressé, qui s'est porté candidat à l'élection présidentielle. D'où cette question que l'on aimerait vous poser pour commencer cet entretien, Alain Duhamel, à vous et aux auditeurs, pour qu'ils puissent nous appeler et dialoguer avec nous deux au 0826 300 300. Est-ce que 2027, c'est encore quelque chose de sérieux ? Mais la candidature de Guedj, si j'ose dire, c'est la candidature de Taubira. Il y a toujours, au début d'une campagne présidentielle, des candidats dont on sait très bien qu'ils ne joueront pas un rôle significatif pendant la campagne, mais qui ont à un moment voulu exprimer quelque chose, une ambition, une différence, un mécontentement. Je pense que c'est le cas de Guedj qui, au demeurant, est quelqu'un qui a du talent. Bon, c'est pas du tout un présidentiable, mais c'est un homme politique de talent. Pour le recevoir à la radio ou à la télévision, il est parfait. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça ne participe pas quand même à la désacralisation de la fonction ? On a l'impression, déjà pour nous qui suivons l'actualité, mais pour ceux qui nous écoutent, parfois d'avoir tous les 2 jours un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre quand même de la désacralisation de la fonction ? Il y a toujours eu, au début des campagnes, on est quand même encore à plus d'1 an, il y a toujours eu des candidatures qui sont, si j'ose dire, les figurants qui entrent en scène avant que les acteurs ne se préparent. Mais c'est là où c'est très démocratique, hein. En plus ça occupe, et puis... c'est là où on vous reconnaît, Alain Duhamel, derrière ce sourire et cette bonhomie, la petite fille qui assassine. Et c'est la vérité. Guedj est quelqu'un d'animé et d'animant. Est-ce qu'il est quelqu'un d'important pour l'élection ? Évidemment pas. À gauche, il y a un homme dont vous révélez l'étonnante distinction qui devrait normalement nous préoccuper davantage que Jérôme Guedj, c'est Olivier Faure. Et votre angle dans le livre, quand vous le croquez sous votre plume dans ce livre, Portraits et Croquis aux éditions de l'Observatoire, c'est l'énigme. Olivier Faure est énigmatique. Mais oui, je crois c'est que tout. Personne, chez ceux que je connais, n'est tout à fait sûr de qui il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a l'impression, qu'on entend, qu'on regarde, mais qu'on a l'impression de ne pas connaître, de ne pas percer à jour, de ne pas pouvoir définir. Mais est-ce que lui le sait ? Je pense que oui, je pense que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, pas très communicatif. Je pense que il a des côtés originaux, inattendus, en tout cas inattendus pour un homme politique, et qui sont plutôt sympathiques. Par exemple, il dessine très bien, il a même publié une bande dessinée. Il y a assez peu d'hommes politiques qui ont publié des bandes dessinées. Ça, c'est sûr. Et il croque ceux avec qui il parle sous leur nez. Et ça, je trouve que c'est une forme d'indépendance très rare, parce que, après tout, être croqué par celui avec qui on est là pour un entretien politique, c'est singulier. Ça pourrait énerver quand même. Ça, c'est sûr. Alors donc il a des côtés un peu inattendus. Maintenant, pour le reste, c'est ce que je dis dans son portrait. Ce qui est quand même caractéristique, c'est que il a défendu une idéologie très à gauche et qu'il mène une politique, je dirais pas très au centre, mais enfin très modérée. Très modérée. Et donc il y a une contradiction entre les deux. C'est pas le premier socialiste, ni le premier homme politique en règle générale à qui ça arrive, mais c'est ce que j'appelle du mollettisme, en faisant référence à Guy Mollet,
qui a été longtemps le secrétaire général, le patron des socialistes. Et il y a aussi à gauche, justement, pour essayer de trancher cette voie de la radicalité à la mollesse ou à la social-démocratie, c'est la volonté de la primaire. Ça ne cesse de réapparaître sur le devant de la scène avec un Olivier Faure plutôt timide, si on regarde précisément ses déclarations. Est-ce que sur cette thématique, et si on essaye de dézoomer un peu, la primaire en France, est-ce que ça peut marcher? On a toujours l'impression que c'est un appareil de petits partis pour, au final, que débarque sur le devant de la scène toujours le candidat le plus radical. Alors, dans le passé, pas le passé tellement éloigné quand même, le système des primaires a assez bien fonctionné chez les socialistes. Avec des résultats qui, quelquefois, ont étonné. Moi, je me rappelle d'une primaire que Ségolène Royal avait gagné très largement, alors qu'il y avait en face d'elle, comme concurrents, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire des gens quand même d'un bon niveau. Donc, ça peut fonctionner. Et dans d'autres cas, qu'on se rappelle du côté des Républicains, dans l'autre cas, ça peut être une catastrophe. Et puis, à gauche, il y en a un que vous croquez parfaitement et dont le portrait se finit par cette phrase assez drôle. Je pense que tous les auteurs le reconnaîtront et tous les auditeurs. Concernant un ancien président de la République qui pèse d'une manière importante à gauche, vous dites « Il pèsera en faveur d'un candidat socialiste, quel qu'il soit, mais plutôt social-démocrate et plutôt un élu de Corrèze. » On pense forcément à François Hollande. Est-ce que son retour sur le devant de la scène en 2027, c'est-à-dire pour l'élection présidentielle, est quelque chose de crédible selon vous? Mais chez les socialistes, il est au-dessus du lot. Je veux dire, intellectuellement, je pense qu'il l'est. En expérience, il est incomparable. En habileté, il est plus habile que le reste des socialistes rassemblés. Et c'est... Bon, tout le monde le sait, ce que je vais dire. Je veux dire une banalité, mais les Français ne le savent pas toujours, mais les journalistes le savent. C'est le meilleur analyste politique de la place de Paris. C'est la petite blague. Non, c'est pas la petite blague. C'est la petite blague parce qu'il aime bien ça. Mais non, ce sont les meilleures analyses. Il fait les meilleures analyses. Pour dire les choses, il fait de meilleures analyses que moi. Donc je pense qu'il fait de meilleures... Vous auriez dû inverser les fonctions. Je pense que... je suis pas sûr que j'aurais été tout à fait ma place chez les socialistes quand même. Mais lui aurait fait un formidable éditorialiste s'il l'avait voulu. Et ça, pour répondre à la question précisément, est-ce que l'idée qu'il puisse vraiment à un moment se déclarer en 2027, c'est quelque chose qu'on ne doit pas écarter? C'est quelque chose qu'on ne doit pas exclure. Qu'est-ce que vous voulez? Politiquement, il a une tête de plus que les autres socialistes. Oui, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il peut revenir, etc. Ça reste totalement aléatoire. Enfin, c'est quelqu'un dont il ne faut jamais se dire c'est fini. C'est une autre phase. En cela, il est un petit peu comme a été à un moment François Mitterrand. Et pour terminer sur ce côté gauche des partis politiques, il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait toujours beaucoup de bruit. Vous le décrivez dans le livre comme étant quelqu'un avec une grande culture, un grand talent, qui plus est un tribun exceptionnel. Comment observez-vous précisément les nombreux changements de pied chez lui, c'est-à-dire ce républicain convaincu jusqu'au chantre du grand emplacement, encore récemment? Comment vous l'interprétez? Comment vous le regardez? Pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui est né au Maroc, qui aime la culture méditerranéenne, qui a l'habitude de la cohabitation. Chez lui, dans sa jeunesse, ça a été apparemment plutôt heureux entre les Arabes, les Juifs, les Européens, etc. Et je pense que ça l'a imprégné complètement. Et qu'aujourd'hui... l'idée de la Méditerranée et des peuples qui la constituent formant un ensemble, c'est une idée qu'il a en tête. Alors, c'est pas forcément... C'est-à-dire que quand il dit je suis un Maghrébin, je suis un Méditerranéen, comme encore récemment en meeting, beaucoup l'ont jugé absurde. Vous vous dites, mais ce sont ses origines, c'est normal. Puis c'est sa culture de départ. Bon, alors je ne dis pas que forcément moi je la partage. Non, je la partage pas, mais je la comprends. Je la comprends et... C'est son expérience. Il a eu une enfance et une adolescence heureuse au Maroc. Il a eu une arrivée en France, en métropole, beaucoup plus désagréable. Ils ont été assez mal accueillis. Sa mère était institutrice, c'était parfaitement honorable. Mais enfin, ils ont été néanmoins mal accueillis. Bon, qu'il ait la nostalgie
de peuples différents arrivant à cohabiter, je comprends ça. Je suis certainement plus circonspect que lui, mais je comprends ça. Des hommes politiques, il va en être question jusqu'à 9h avec vous, Alain Duhamel. C'est les politiques, portraits et croquis. On a fait un peu le tour de la gauche, on va également faire le tour de la droite, des élections présidentielles forcément qui arrivent, des municipales, et puis parfois des ambitions qui ne se terminent jamais. Par exemple, un certain président de la République encore en place, Emmanuel Macron, qu'on dit déjà se préparer jusqu'en 2022. Et cette question que l'on vous pose, amis auditeurs, 0826 300 300, est-ce que concernant le jeu de 2027, l'élection présidentielle, est-ce que c'est encore quelque chose de sérieux? Invitez-vous à la conversation, vous nous appelez 0826 300 300 et vous interrogez Monsieur Alain Duhamel, notre invité jusqu'à 9h. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300, amis auditeurs, vous avez la parole pour dialoguer avec nous, c'est-à-dire avec Alain Duhamel et ma modeste pomme qui écrit aux éditions de l'Observatoire Les politiques, portraits et croquis. Alain Duhamel, vous, dans ce livre, vous amusez littéralement à croquer à la manière d'Olivier Faure qui, avec un crayon de bois, dessine les interlocuteurs. Vous les croquez sous votre plume politique. Si on a fait un petit tour du côté de la gauche, il faut aussi faire un petit tour du côté de la droite avant d'accueillir notamment Samy et Hervé qui sont avec nous au standard. Concernant, on va dire, les différents profils, vous parlez notamment des Français qui aimeraient tous forcément un président intelligent, cultivé, mais vous dressez notamment et vous brossez le portrait de quelqu'un qui s'appelle François-Xavier Bellamy, qui est cultivé, qui est intelligent, mais tout, ça ne suffit pas. Parfois, ça ne suffit pas. Ben oui, parce que Bellamy, c'est un intellectuel brillant, c'est un homme sympathique, il faut dire les choses. Enfin, moi, je le trouve sympathique, en tout cas. Excessivement conservateur, vous le notez, mais sympathique. Tout le monde le trouve très courtois, il est fin, mais il est Retailleau. C'est Retailleau passé par Normal Sup. Mais c'est Retailleau quand même. C'est comme ça que vous voyez Bellamy. Oui. Et à droite, vous l'écrivez très bien en disant que François-Xavier Bellamy, au Parlement européen, c'est le premier à aller travailler et à faire d'une certaine manière au travail l'union des droites. Est-ce que cette théorie, vous qui avez l'œil aiguisé quand même sur ces questions-là, l'union des droites, est-ce qu'elle est crédible selon vous? Bon, elle sera forcément artificielle et forcément nécessaire. Les deux. Pour gagner, il faut qu'ils fassent l'union des droites, autrement ils n'ont aucune chance. Et ça sera forcément artificiel parce que entre un libéral modéré et puis ce qui va jusqu'à Ciotti, il y a une grande différence. Mais c'est normal, il y a des droites comme il y a des gauches. Et le même problème se pose à droite comme à gauche, comment est-ce qu'on arrive à faire des alliances quand c'est nécessaire et en même temps quand c'est pénible parce qu'on est foncièrement différents les uns des autres. Bon, c'est éternel, ça, comme question. Et c'était Marion Maréchal qui était l'invité de Patrick Roger ici à ce micro, à la même place que vous, c'était hier. Et forcément, on lui a posé la question de quelqu'un dont vous semblez être tombé amoureux, Alain Duhamel. C'est Sarah Ktafo. Vous avez dit récemment qu'elle valait quand même 1000 fois Rachida Dati. Mais qu'est-ce qui vous prend, Alain Duhamel? J'ai peut-être pas dit 1000 fois, mais mieux sûrement. Je suis pas du tout tombé amoureux. D'abord, je ne suis plus tellement d'âge. Je suis d'âge canonique, comme vous le savez. Alain, est-ce qu'il y a un âge pour tomber amoureux, Alain Duhamel? Pas forcément. Non, mais il y a un âge à partir duquel ça devient ridicule. Mais Sarah Ktafo, je partage absolument pas ses idées. Et en plus, je suis persuadé qu'elle donne le change. C'est-à-dire qu'elle est dans la réalité beaucoup plus radicale qu'elle ne le montre. Mais il faut reconnaître les choses comme elles sont. C'est une jeune femme brillante qui sait beaucoup de choses et qui, quand elle ne le sait pas, arrive à faire croire qu'elle le sait quand même, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est sûr. Qui ne doute de rien et pas d'elle-même, qui est extraordinairement vivante, entreprenante, ambitieuse, qui a du charisme. Bon, ce que vous voulez, moi, c'est pas ma sensibilité politique du tout. Mais quand les gens ont du talent, ils ont du talent. Quand ils sont intéressants, ils sont intéressants. Et surtout, je trouve que quand elle s'exprime, ça n'est pas ma vérité, mais elle a ses convictions et elle sait les défendre.
Bon, bah écoute, très bien. Et au point d'effacer Éric Zemmour, c'est la question que beaucoup se posent quand on voit son agilité, sa puissance. Non, je crois pas que ce soit comme ça. D'abord, c'est un couple, tout le monde le sait. Enfin, c'est public. Hein. C'est un couple. Ensuite, les circonstances font que Éric Zemmour est plutôt concentré sur un film et sur un livre. Est-ce que ça signifie qu'il sera en dehors de l'élection présidentielle ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que on a toujours su que Sarah Knafo jouait un rôle important auprès de lui, mais que avant on le savait et que maintenant on le voit. Et que Sarah Knafo, il y a deux femmes jeunes qui ont réussi une percée dans la dernière année. C'est Sarah Knafo et c'est Amélie de Montchalin, qui pourtant ne se ressemblent pas. Non, ça c'est sûr. Mais les deux ont réussi une percée, donc les deux sont intéressantes. Vous parlez d'un duo, notamment dans le livre concernant Marine Le Pen et Jordan Bardella, avec cette question sur les pages de Marine Le Pen et du romanesque, comme beaucoup de romanesque dans celui de Jordan Bardella. Vous dites, et si finalement la principale réussite politique de Marine Le Pen s'appelait Jordan Bardella ? On retiendra que ça de Marine Le Pen à la fin ? On ne retiendra pas que ça, et puis chacun retiendra de Marine Le Pen ce qu'il veut, et ça sera certainement pas la même chose d'un Français ou d'une Française à un autre ou à une autre. Bon, mais que elle est... Moi, je la critique beaucoup, et je suis en désaccord sur à peu près tout, et notamment sur elle-même. Mais je reconnais qu'elle a eu une énorme intuition... En identifiant les qualités potentielles de Bardella à un âge... Elle l'a construit. Ben oui, elle l'a inventé. Mais elle l'a inventé, mais simplement son invention a fonctionné. Bon, et comme j'essaye de l'expliquer dans le livre, c'est rarissime. Les politiques importants, et Marine Le Pen, qu'on l'aime pas, elle est importante. Bon, c'est rarissime. Les politiques qui... ont non seulement du plaisir, mais une volonté farouche de mettre en selle un successeur. Et ça, c'est assez rare. 0826 300 300, venez participer à la conversation et posez vos questions à Alain Duhamel. Bonjour Samy. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous voulez poser une question, participer à cette conversation, mon cher Samy. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. Bonjour Monsieur Duhamel. Alors, bonjour. J'ai plein de questions à vous poser à cette mémoire encyclopédique française de la vie politique. J'ai une question nationale et une question plus locale. Alors, ma question nationale, c'est, selon vous, quel homme ou femme politique a encore de la vision pour notre pays, une vraie vision, même si on n'est pas forcément d'accord avec cette vision, et a une vraie aura comme pouvait l'avoir Monsieur Mitterrand. Et au niveau local, que pensez-vous de la candidature de Monsieur Aulas et de ce nouveau profil qui s'inscrit dans la vie politique française ? Eh bien écoutez Samy, Alain Duhamel vous répond. Alors en ce qui concerne Aulas, qui est une forte personnalité, et qui, comme souvent les fortes personnalités, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un homme commode à vivre, je pense qu'il réussit une percée inhabituelle de la part de quelqu'un qui était d'abord un dirigeant économique, puis sportif, et maintenant politique. Il a un tempérament qui est difficile, mais qui est intéressant, et je pense qu'il est très bien parti pour aller conquérir la ville de Lyon. Bah oui, qui n'est quand même pas n'importe quelle ville. Ça c'est sûr. Et la deuxième question de Samy, c'était par rapport à un homme politique qui aurait une vision, une aura semblable à celle de François Mitterrand, a-t-il précisé. Alors, semblable à celle de François Mitterrand, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu injuste en même temps comme question, parce que quand on dit François Mitterrand, on pense à François Mitterrand président. Bon, et que par principe, ceux à qui on peut le comparer ne sont pas présidents, donc n'ont pas le même statut. Cela dit, François Hollande, c'est quelqu'un qui, en matière internationale, par exemple, a été excellent. Il a mené une très bonne politique étrangère et militaire. Et d'ailleurs, dans les dernières mémoires de Jean Glavany, qui était l'un de ses plus proches collaborateurs, il est précisé qu'à la chute du mur, il anticipe déjà l'Ukraine comme moyen de crispation future entre la Russie et l'Europe. C'est ça, il est en matière de relations internationales, et Dieu sait qu'en ce moment c'est important, compliqué et dramatique. C'est quelqu'un qui a une analyse. Bon, je n'en dirais pas autant en analyse internationale originale
des autres dirigeants socialistes. Voilà, ça, c'est un fait. Et il est la catégorie au-dessus. 0826 300 300. Merci beaucoup pour votre question, Samy. Et Alain Duhamel vous a répondu. Bonjour Hervé. Bonjour mon cher Hervé, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis Merci. là. Comment allez-vous mon cher Hervé? Eh ben écoutez, moi ça va bien, j'écoute avec intérêt les propos d'Alain Duhamel. Eh ben donc c'est simple, il vous écoute attentivement désormais. D'accord. Bon ben moi je voudrais savoir ce qu'il pense réellement d'Emmanuel Macron, parce que est-ce que c'est pas pour lui un mystère malgré tout? Moi j'ai l'impression quand je l'écoute que c'est quelqu'un qui repasse sans arrêt l'agrégation, mais qui n'est pas mais pas un homme d'action, mais pas un homme d'État. Cher Alain Duhamel, et vous avez, je le précise pour ceux qui se contenteraient simplement de nous écouter, esquissé un petit sourire quand Hervé a précisé que c'était un président qui passait sans cesse son agrégation. Alors, j'ai publié 2 livres sur Emmanuel Macron. C'est un personnage complètement atypique. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses à la fois intéressantes et difficiles. Intellectuellement, il est d'un niveau qui est satisfaisant pour le pays. Politiquement, c'est quelqu'un qui était un amateur quand il est arrivé. Et le fait de ne pas avoir, comme les autres présidents, 30 ans d'expérience politique avant d'entrer à l'Élysée, ça crée évidemment une énorme différence. Alors, Emmanuel Macron, vous lui donnez un dossier, d'abord il l'absorbe à une vitesse phénoménale, et il se rappelle les moindres choses, c'est même un peu inquiétant, et un peu vexant pour les autres. Bon, donc il a des qualités qui sont hors du commun, mais si j'ose dire, c'est un débutant doué, mais c'est encore un débutant. Vous aviez été, je me souviens d'une phrase dont vous avez le secret, Alain Duhamel. En réalité, Emmanuel Macron est intelligent pour tout, pour l'histoire, pour l'économie, mais pas pour la politique. Oui, parce que la politique, en tant qu'escrime quotidienne, il ne connaît pas. Et en plus, foncièrement, je crois que ça ne l'intéresse pas. Je crois que les histoires de partis, de groupes parlementaires, etc. Ça l'intéresse pas. Non, je crois pas du tout. Mais sur les dossiers, il les domine de façon quelquefois inquiétante, il les domine intellectuellement. Est-ce que ça veut dire qu'il prend les bonnes décisions? Ça, je vais vous répondre, ça dépend des fois, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il a une fin quand même beaucoup plus sévère que les autres présidents? On parle toujours de... Alors, non. Ça c'est l'effet de l'expérience. Les fins de deuxième mandat sont toujours crépusculaires. Mitterrand, Chirac, Macron. Oui, les deuxièmes mandats, mais même De Gaulle. Même De Gaulle, la fin de De Gaulle, il démissionne, lui. Ça a été, puis ça a été non seulement très triste, mais en plus accablant. Moi, je me rappelle très bien la dernière année, 68-69. De Gaulle, c'était quand même le plus grand homme qu'on avait depuis, je ne sais pas moi, en tout cas 2 siècles ou 3 siècles. Bon, donc c'était quelqu'un hors du commun. Mais la fin de son deuxième mandat, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Et est-ce que vous pensez quand même que vous qui avez le talent du croquis quand même sur Emmanuel Macron, qu'il pourrait, parce que c'est la petite musique qui se murmure, enjamber 2027 pour mieux se présenter en 2032? Est-ce que cette hypothèse, quand vous connaissez l'homme, elle vous paraît crédible? De toute façon, il est obligé d'enjamber 2027 puisqu'il n'a pas le droit de se présenter, puisqu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats de suite. Bon. Décision de Nicolas Sarkozy qui avait dit le pouvoir drogue dure. Absolument. Et venant de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas rien. C'était intéressant, oui. Est-ce que ça signifie qu'ensuite Emmanuel Macron tire un trait sur sa vie politique? Je n'en sais rien dans l'immédiat, c'est-à-dire quand je dis dans l'immédiat, c'est-à-dire après 2027. Il est évident que il se mettra forcément, comme toujours quand on a quitté l'Élysée, il se mettra largement en retrait. Mais je suppose qu'il écrira un livre, qu'il fera des émissions, et il y a un moment où il décidera si oui ou non il revient en politique, ou si au contraire il décide... je ne sais pas, moi, il serait très capable de prendre la tête d'une grande banque internationale ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça... je sais pas si... Le champ des possibles est ouvert. Oui, largement. 0826 300 300, venez avec nous pour suivre le dialogue avec Alain Duhamel. Son livre Les politiques, portraits et croquis, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis à partir de 9h jusqu'à 10h dans La Vérité en Phrase, on se posera cette question. À 7h, on a parlé de ce rapport de l'Institut Montaigne qui appelle en réalité les Français à prendre un peu de responsabilité quant au coût de la santé en France, et d'où on se pose cette question avec vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce que les patients français en réalité sont des enfants gâtés? Vous avez la parole. 0826 300
300 300. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300, encore plus d'une dizaine de minutes en compagnie d'Alain Duhamel. Les politiques, portraits et croquis, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et avant qu'on aille encore au standard, ils sont nombreux à vous interroger, à vouloir vous interroger, Alain Duhamel, sur la politique française. Tant mieux, c'est pas mal. En plus, livre, vous le rappeliez, en tête des ventes. Et je me permets de faire ce que je ne fais d'ordinaire jamais, à savoir révéler notre échange à l'instant concernant le livre, c'est-à-dire que c'est une série de portraits, 63 si mes souvenirs sont bons. Les politiques ont quand même appelé avant et après pour savoir s'ils étaient dedans. Oui, appelez mon éditeur, pas moi. Oui. Enfin, mon éditrice en l'occurrence. Et oui, il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Et donc, est-ce que maintenant qu'il est sorti, certains vous appellent pour se plaindre de ne pas être dedans? Non, ils ne m'appellent pas directement, mais je tombe sur eux. Ou bien on me le raconte. C'est vrai que... Ils sont vexés quand ils ne sont pas dedans et ils sont inquiets quand ils s'y trouvent. Et qui vous a fait une remarque qui vous a marqué concernant le fait d'y être ou de ne pas y être? Je ne vous dirai pas qui, parce que... Vous êtes trop élégant. J'essaye de l'être. Ça ne veut pas dire que je sois indulgent pour autant, mais oui, si je peux être élégant, je le suis. 0826 300 300. Bonjour Abdelak. Bonjour Maxime, bonjour Monsieur Duhamel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Abdelak. Alain Duhamel vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Duhamel. D'abord, je voulais vous dire, j'ai vraiment aimé la politique grâce à des personnes comme vous. Vraiment, quand j'étais scolaire, j'ai commencé à apprécier la politique, je crois que j'étais en bac plus 2. Et je vous ai souvent écouté. Et puis, dans le Maghreb, vous savez, je suis binational. On vous connaît tous parce que vous avez interrogé Sa Majesté le roi Hassan II. D'ailleurs, c'était assez tonique comme échange, mais c'était mesuré. Et après, j'aime beaucoup le côté très très clinique que vous avez. Vraiment, c'est pour ça que c'est appréciable. On perd pas son temps quand on vous écoute. Donc là, je suis en train d'espérer. Peut-être que vous êtes très certainement la bonne idée pour Sud Radio. Ça remplacerait, des fois, je peux être méchant, mais quelques chroniqueurs qui sont assez loin. Tous les chroniqueurs sont bien ici, mon cher Abdelak. Attention, parce que je vous explique. Il y a Patrick Roger, le patron, qui va vous appeler, Abdelak. Et là, quelle question vous voulez poser à Alain Duhamel? Je parlais d'Elisabeth Lévy. Voilà, c'était un autre niveau. Alors, je voulais vous poser une question. Je sais que vous êtes capable de parler en langue de bois, même si vous avez toujours un langage très retenu. Franchement, quand vous voyez l'évolution de la politique à l'âge que vous avez, et vous faites pas votre âge en plus, à l'âge que vous avez, quand vous voyez, moi, mon niveau, j'ai 55 ans, je vois la médiocrité de certaines personnalités politiques qui vendent du vent. Je parle de l'extrême droite. Ça me fait mal pour ma France, ça me fait mal pour mon pays. Est-ce que franchement, quel sentiment vous avez sans langue de bois par rapport à ces personnes que vous avez cliniquement évidemment au niveau politique en fait, Abdelak. Quel sentiment vous avez par rapport au niveau politique. Merci beaucoup pour votre question. Alain Duhamel vous répond et je me dois de préciser quand même qu'Elisabeth Lévy est toute sa place et qu'elle cartonne à chaque fois qu'elle est ici. Alain Duhamel, c'est à vous. Bon, pas pour les mêmes raisons que moi, je pense. Écoutez, il n'y a pas en ce moment en France parmi les politiques l'équivalent de ce qu'il y avait par exemple pendant les années 70-80 quand il y avait à la fois Mitterrand, Pompidou, Giscard, Barre, Marchais, etc. Je ne vais pas vous raconter qu'aujourd'hui on a les équivalents parce que ça ne serait pas vrai. Bon, en même temps, il y a heureusement, quand je dis heureusement, je le pense, il y a heureusement un certain nombre de gens qui sont, à défaut d'être des figures historiques, sont des gens de bonne qualité. Et il y en a. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de médiocrité quand même latente, Alain Duhamel? On se souvient de Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, qui avait dit franchement, quand j'ai été interrogé par les députés, je me suis rendu compte quand même du manque de culture crasse sur tous les sujets. Est-ce que vous lisez 7 heures par jour, vous êtes parfois face à des politiques, et est-ce que vous vous dites pas, mon Dieu, c'est pas le moment de... mais non, mais s'il s'agit de dire qu'il y a beaucoup de politiques qui sont décevants, s'il s'agit de dire qu'il y a des débats qui me paraissent complètement quelquefois surréalistes, s'il s'agit de dire qu'il y en a qui mentent de façon éhontée, etc. Bien entendu, moi je regarde beaucoup les débats parlementaires, c'est mon métier d'ailleurs, donc j'ai aucun mérite, et que j'entends des choses aberrantes, et surtout je mesure aussi des ignorances manifestes. Lesquels, par exemple? Ou dernièrement, vous avez dit, ça c'est pas possible. Non, mais dans des débats parlementaires, je disais que j'écoutais beaucoup l'Assemblée et le Sénat.
Bon, je trouve que le Sénat ne s'est pas amélioré dans les derniers mois, comme niveau intellectuel et comme niveau de débat, alors qu'à l'origine, c'était plutôt raisonnable ou tempéré ou argumenté, que là, ils ont dérivé. Bon. Pour le reste, c'est comme... il n'y a plus en ce moment, ça ne veut pas dire que ça sera vrai dans 5 ans, il n'y a plus en ce moment des grandes figures politiques comme ce que j'ai connu dans ma vie souvent. Et ce qu'on a pu connaître, ou nous, moi en tout cas par les archives. Je vous propose qu'on accueille encore Philippe, mon cher Alain Duhamel, au 0826 300 300. Bonjour. Mon cher Philippe. Ah, merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Philippe. Comment allez-vous ? Eh bien, bon, ça va bien, merci. Je vous suis tout le temps. Là, je voulais dire d'abord à Monsieur Duhamel que je l'adore. Ça fait 50 ans que je le suis. C'est vraiment. Ah, merci. Oui. C'est vraiment quelqu'un de très compétent et je vais acheter son livre aussitôt cet après-midi d'ailleurs. Parce que je pense que il a une vue sur les hommes politiques depuis 50 ans et je pense qu'il doit quand même regretter les années 80. Mais quelle est votre question pour Alain Duhamel, mon cher Philippe ? Alors, la question, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de M. Macron, le président, qu'apparemment il remonte dans les sondages. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en pense vraiment et s'il a son opinion. Il a déjà en partie répondu sur la fin de règne, mais peut-être sur cette idée à un moment, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alain Duhamel, sur l'idée quand même d'avoir braqué l'élection présidentielle à un moment. Est-ce que vous pensez que la théorie de l'outsider, notamment comme on en parle beaucoup, un grand chef d'entreprise, est-ce que ça c'est crédible après avoir eu un président comme Emmanuel Macron en 2017 ? Alors, je n'y crois pas du tout. J'entends de temps en temps tel ou tel grand chef d'entreprise qui dit « moi je pourrais faire de la politique, moi je pourrais me présenter à la présidentielle ». Je suis persuadé que si c'était le cas, ça serait une catastrophe pour lui, et qu'il ne serait pas élu. Emmanuel Macron, il est totalement atypique. Il l'était en étant élu et il le sera en sortant. Il n'entre pas dans les catégories habituelles, ça, il n'y a aucun doute. Ça a des avantages et des inconvénients, bien entendu. Mais c'est un étranger dans le monde politique. Il est d'autre chose. D'ailleurs, il n'avait pas fait de politique avant d'être ministre de l'économie. Et est-ce qu'il continuera ou pas ? Je suis persuadé que dans l'immédiat, il se mettra en retrait assez nettement. Est-ce qu'ensuite il aura envie de revenir ou pas ? J'en suis pas sûr. Dernière question avant qu'on se quitte, Alain Duhamel, notamment sur l'actualité avec un scandale qui touche énormément de personnalités publiques et politiques. Jack Lang, notamment, qui figure parmi le livre où vous dites « Jack Lang, avide de lumière, de paillettes et de retentissement, n'a cessé de se nuire à lui-même. Le communicant abusif a balafré le ministre génial ». C'est la conclusion de votre portrait. Jack Lang, empêtré totalement dans l'affaire Epstein. Vous étiez sur le plateau notamment de Canal+, le grand journal à l'époque, quand Luc Ferry avait balancé les accusations selon lesquelles certains ministres étaient plongés dans des scandales de pédophilie. Comment vous regardez cette actualité concernant Jack Lang ? Navrant. C'est navrant. C'est un homme qui a été un ministre des Affaires culturelles absolument unique, incroyablement plus actif et imaginatif que tous les autres. Et ce qu'on apprend de lui en matière de comportement humain et pas politique, c'est lamentable. Donc je trouve ça lamentable. Et quand on entend notamment... Et je pense qu'il devrait quitter l'Institut du monde arabe en galopant. Et vous comprenez pas pourquoi... Pas à petits pas, en galopant. Et puis qu'il aille dans un ermitage. Et comme ça qu'il laisse un peu la vie publique. Merci beaucoup Alain Duhamel d'avoir été mon invité ce matin. C'est les portraits et croquis, c'est aux éditions de l'Observatoire, en tête des ventes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avant qu'on se quitte, Alain Duhamel, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'il vous manque ? Qui ? Jean-Pierre Elkabbach. Oh bah oui, évidemment. Évidemment, il n'y a plus personne pour m'énerver déjà. Je suis sûr que vous trouvez quand même des sources ici et là. Merci beaucoup Alain Duhamel d'avoir été mon invité ce matin. Dans un instant, 9h, 10h, la vérité en face. Vous avez la parole. Sud et votre radio 0826 300 300. On se posera cette question, notamment un rapport, l'Institut Montaigne, qui chiffre notamment certains soins, parfois exorbitants. Il faut responsabiliser les Français. Est-ce que les patients français ont en réalité des enfants gâtés ? 0826 300 300, le site, l'application et bien sûr le standard. Vous avez la parole. À tout de suite.